Très bien, merci Véronique. Donc effectivement, bienvenue à cette déjà 10e journée régionale des antibioréférents. Le CRATB a choisi cette année de vous proposer à nouveau un format webinaire. C'est vrai que on constate sur les temps de formation qu'on peut vous proposer que le présentiel, mais ça devient un peu compliqué de se libérer de nos différentes contraintes et activités professionnelles et le format webinaire remporte plus de suffrages, hein, puisqu'on a plus de 200 inscriptions là, cette année sur cette journée des référents et en présentiel l'année dernière, c'était beaucoup moins. Ça n'enlève rien au fait que c'est important qu'on puisse se rencontrer, discuter, échanger sur des temps réguliers, mais je pense que d'alterner des formats visio et présentiel, c'est peut-être des pistes à garder pour l'avenir sur les propositions de journée des référents qu'on vous fait. Hélène Cormier, je suis infectiologue au CRATB Pays de Loire et au CHU d'Angers. Vous connaissez, je modérerai ce webinaire avec le docteur Willy Boutefol qui est à côté de moi, qui est médecin généraliste au CRATB, et également avec notre collègue médecin généraliste Elodie Mboula qui sera là pour relayer vos questions. Je remercie déjà aussi également en introduction très chaleureusement les différents orateurs qui ont répondu positivement à nos sollicitations, avec certains d'entre vous qui sont même connectés en dehors de la région des Pays de Loire. On démarre par ce temps d'actualité qu'on vous propose tous les ans, euh, euh, actualité en région. Euh, et donc, si mon diaporama avait bien déroulé, avec un premier petit chapitre qu'on va balayer rapidement, hein, sur les données de consommation d'antibiotiques et de résistance bactérienne en région. On s'appuie évidemment pour vous présenter tous les ans euh, sur les rapports de la mission nationale SPARES, donc cette mission qui étudie à la fois les consommations d'antibiotiques et les résistances bactériennes sur le secteur établissement de santé, avec ces fiches synthétiques là qu'on a eu l'occasion à travers nos mailings CRATB de vous partager, où on relève. Ce qui est intéressant aussi sur ces infographies, c'est qu'on vous précise quels sont les objectifs et les cibles à atteindre à travers les objectifs qui ont été ciblés sur la stratégie nationale 2019-2025. Donc, vous voyez qu'en Pays de Loire, la cible n'est pas la même qu'au national, puisque il était défini dans cette stratégie qu'on devait réduire de 10% les consommations d'antibiotiques en nombre de DDJ pour 1000 journées d'hospitalisation. En Pays de Loire, on n'y est pas tout à fait, mais il y a eu quand même une réduction globale. Et puis ensuite, les différents indicateurs sont décrits, mais sans objectif particulier. Ce qu'on note quand même, et ce qui peut expliquer qu'en Pays de Loire, on est peut-être meilleur qu'au national, c'est qu'on a quand même enfin, une différence significative sur les services de réanimation des consommations d'antibiotiques. Je l'ai découvert un peu en construisant cette diapositive. Ça mériterait une analyse plus fine, mais c'est un élément qui est vraiment à relever sur ces infographies. Concernant les données de résistance, on est presque, mais pas tout à fait dans la cible sur résistance du staph doré à la méticilline quand on regarde l'indicateur densité d'incidence des cernes pour 1000 JH. C'est ce qu'on relève pour les proportions de cernes dans les hémocultures. La cible étant de 10%, on y est. Et sur les sujets aussi euh, de l'antibiorésistance, effectivement, on garde toujours cette problématique des Klebsiella pneumoniae BLSE qui est vraiment un problème de santé publique important quand on parle d'antibiorésistance, et on n'est pas tout à fait dans la cible non plus. On ne pouvait pas vous présenter cet outil dans le détail aujourd'hui, puisque vraiment on vient d'avoir les webinaires de formation, mais je pense que ça sera intéressant qu'on puisse peut-être l'année prochaine vous détailler un petit peu plus ce qu'apporte le nouvel outil CompoSores qui nous permet, nous, cliniciens, acteurs du bon usage, d'accéder aux données de consommation des antibiotiques à l'échelle établissement, régional, national, et qui est vraiment un nouvel outil très pragmatique, didactique pour accéder à différentes données. Vous voyez à travers différents fils qui nous permettent de cibler les EHPAD avec PUI, les établissements sanitaires,
l'échelle, région, établissement, les spécialités qu'on veut cibler pour obtenir des données et des graphiques qui soient vraiment didactiques et qu'on puisse mettre au service de l'action. Donc ça, cet nouvel outil Consores, il est disponible depuis peu. Il y a en général un référent Consores par établissement. Il est assez simple d'obtenir des codes et de pouvoir effectivement accéder à ce nouvel outil. Euh, pour les données en ville, je passerai assez rapidement parce que c'est moins notre cœur d'activité pour les antibioréférents. On a donc euh, cet outil. Donc, les données de la mission Primo sur les résistances bactériennes, on voit que sur Escherichia coli, toutes les cibles de la mission stratégique sont atteintes en Pays de Loire. Et puis donc pour l'outil de data visualisation, c'est vraiment l'outil Medcadville qui nous permet d'accéder à ces renseignements. J'ai laissé tous les liens au niveau de la présentation que vous pourrez retrouver vraiment cet outil. Et puis plus récemment, au niveau de la mission Primo, l'outil qui est proposé et qui permet de colliger les données de consommation, pareil, avec des systèmes de filtres et de navigation sur l'outil qui permettent vraiment d'accéder rapidement aux renseignements qu'on cherche à l'échelle région, département ou EPCI. Mais c'est vrai que ça motivera, je pense, prochainement un webinaire presque dédié sur ces outils qui sont vraiment d'intérêt et qui méritent qu'on vous les présente plus largement. Voilà, côté euh, données, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, je passe la parole à Willy pour vous présenter un petit peu plus précisément les différents projets qu'on mène en région, mais en dehors des murs de l'hôpital, dans les secteurs USMS et villes. Merci Hélène. C'est vrai qu'on vous fait un point régulièrement sur ces projets qu'on mène hors les murs de l'hôpital. Donc avec ce premier programme anti-EHPAD, qui est ce programme sur la prise en charge des infections urinaires en EHPAD, ciblé sur notamment les professionnels paramédicaux, avec beaucoup de messages autour de la colonisation urinaire et de la place des prélèvements urinaires. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a petit à petit augmenté le nombre d'inscriptions sur ce programme pour atteindre à l'échelle de la région 180 EHPAD engagés dans le programme. Alors, bien sûr, à des degrés divers d'engagement, mais en tout cas qui ont un compte et une inscription sur le site dédié à ce programme, ce qui représente environ 30% des EHPAD de la région, avec la répartition ici que je vous laisserai découvrir. Et c'est aussi bien des EHPAD sans PUI, qui était la cible initialement de ce programme, mais finalement également des EHPAD avec PUI. Donc un engouement qui se poursuit, avec évidemment un ralentissement des inscriptions au fur et à mesure. Hein. Ce programme existe depuis maintenant plus de 3 ans, mais malgré tout, un petit fil d'inscription régulier, notamment grâce à l'aide des équipes d'hygiène qui, lorsqu'ils rencontrent les EHPAD, en profitent pour rediscuter de l'existence de ce programme. On continue malgré tout les réflexions pour faire évoluer le programme vers toujours plus de pragmatisme, de simplicité, parce qu'on se rend bien compte que de toute façon, il y a déjà sur des éléments de base beaucoup de choses à reprendre et à ancrer. Et donc, dans les dernières productions qu'on a pu faire dans le cadre du programme, on est allé vers des messages qui enfoncent vraiment le clou sur l'utilisation de la bandelette urinaire. Dans une précédente enquête auprès des référents du programme, on s'était rendu compte que certains avaient, suite au passage des équipes du CRATB, arrêté les bandelettes urinaires. Et donc, on s'est dit que c'était un message à encourager, assez pragmatique et plutôt simple dans sa compréhension. Donc, on a fait un outil type affiche là, sur la gauche pour vraiment alerter et en se voulant assez percutant auprès des équipes paramédicales. Et puis, pour accompagner ça, un argumentaire plutôt ciblé médecin généraliste, puisque quand les équipes soignantes sont sur l'EHPAD motivées, il faut que derrière, eh bien, l'attitude des médecins généralistes qui interviennent sur l'EHPAD suivent les pratiques soignantes, et donc un argumentaire qui peut permettre aux médecins généralistes de comprendre pourquoi, alors déjà de savoir qu'il y a une action en cours sur l'EHPAD et de comprendre pourquoi, lors de ces échanges avec l'infirmière, il peut s'entendre dire qu'il n'y a plus de bandelette ou que la bandelette ne sera pas réalisée.
Donc, c'est des outils que vous pouvez tout à fait retrouver sur notre site, à la commande dans l'onglet outils du site Medcal. Et si vous avez un compte sur le programme anti-BEPAD, évidemment, ces outils sont également téléchargeables depuis l'espace et évidemment gratuitement. Pour sortir un petit peu de l'urinaire, un document que vous avez peut-être déjà vu passer parce qu'il y a eu plusieurs canaux de communication autour de ce document, mais ça nous paraissait intéressant de bien communiquer sur le raccourcissement aussi des durées d'antibiothérapie dans le respiratoire. Et donc, l'EHPAD étant un site quand même assez propice aux échanges entre professionnels médicaux et paramédicaux, d'essayer de formaliser une espèce de protocole pour que les paramédicaux puissent réévaluer chez un résident suspect de pnéumopathie les critères que l'on connaît pour pouvoir réduire les durées d'antibiotiques. Donc c'est un document qui a été mis en page sous format formulaire, ce qui permet aux soignants de cliquer directement sur le document et de renseigner les paramètres relevés chez le résident et de pouvoir assurer une traçabilité en l'intégrant dans le dossier résident. Donc, un outil également à retrouver sur le site d'AntiBEPAD et qui sera bientôt ajouté dans la boîte à outils du site Medcal. Enfin, toujours dans l'idée d'apporter des éléments nouveaux, une approche peut-être qu'on n'a pas encore trop l'habitude de faire côté acteur du BUA, les outils ludopédagogiques. Donc, une des infirmières du CRATB est en train de développer un outil toujours sur les infections urinaires, mais avec une approche beaucoup plus ludique, qui prend pas beaucoup de temps, qui peut être utilisé en toute autonomie par les référents sur les établissements, avec donc des cartes, des situations cliniques, pour que vraiment les soignants soient mis en situation, avec l'idée de face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Et derrière, un ensemble d'outils, une espèce de kit en fait qui est proposé avec cet outil ludopédagogique, où les réponses à toutes les questions posées par l'outil peuvent être retrouvés dans un ensemble d'outils qui, en partie, font partie du programme anti-BEPAD. Et l'idée, c'est donc que la situation clinique est posée, les questions sont soumises aux soignants, et grâce aux outils qui sont présents autour d'eux, ils puissent trouver les réponses aux questions. Ensuite, il y a une phase de débrief. Et voilà, c'est une nouvelle approche qu'on va commencer à tester sur quelques EHPAD pour voir si sur certains établissements, ça peut aider à l'imprégnation, aider à l'appropriation des messages et du programme. Et si ça marche, évidemment, décliner là aussi sur d'autres thèmes, comme le respiratoire, le cutané, le bucco-dentaire et bien d'autres. Au-delà d'AntiBEPAD, on vous avait également dit que le programme régional avait fait naître une réflexion un petit peu plus large au niveau national, avec la déclinaison et même l'évolution finalement de ce programme à l'échelle nationale, donc un programme qui s'appelle Paprika, porté par la mission Primo. Et donc, dans ce cadre-là, des outils ont été développés sur d'autres sphères que l'urinaire. Et donc, parmi ces outils, je voulais sélectionner celui-ci sur la pnéumopathie inhalation, qui sera un des thèmes abordés cet après-midi. Et donc, peu d'outils existent sur la prévention des pneumopathies inhalation. Celui-ci permet de récapituler, côté médical comme paramédical, l'ensemble des paramètres à investiguer pour prévenir les pneumopathies d'inhalation. Toujours dans ce programme Paprika, en lien avec le groupe Infectiogériatrie, on a réalisé des vidéos plutôt médicales pour la prise en charge de résidents en EHPAD, mais finalement prise en charge de résidents gériatriques. Donc vous voyez 4 capsules qui sont visionnables sur YouTube, une sur le diagnostic des infections respiratoires aiguës, le traitement des infections respiratoires aiguës, et 2 vidéos sur les symptômes plus spécifiques du sujet âgé, confusion, chute, asthénie d'une part, et syndrome inflammatoire ou fièvre isolée d'autre part. Vous aurez les liens en cliquant directement sur les différentes vignettes dans le diaporama. Enfin, pour la suite, qu'est-ce qu'il y a en réflexion sur AntiBEPAD? On aimerait pouvoir identifier et cibler des actions envers les établissements qui sont prescripteurs hors normes. Donc, on a maintenant à disposition quelques indicateurs qui nous permettraient de voir là où il faut mettre de l'énergie, on va dire. Donc ça, c'est en réflexion, avec la possibilité de pouvoir impliquer de plus en plus les acteurs du BUA et de la PCI en synergie.
Et puis, on va, je l'espère, pouvoir évaluer les premiers impacts du programme, puisque, donc comme je vous le disais, ça existe depuis plus de 3 ans. Et enfin, on pense avoir suffisamment de recul pour avoir quelques données d'efficacité du programme. On espère pouvoir vous en dire plus la prochaine fois. Donc ça, c'était pour la partie EHPAD. Sur la partie ville, vous vous souvenez sans doute qu'on a ce programme, donc Fantasio, qui s'adresse plutôt aux structures d'exercice coordonné, type MSP et CPTS. Là aussi, les choses donc évoluent tranquillement. On a surtout bénéficié donc de l'appui des EMA sur le 44 et le 49 avec des recrutements dédiés à ce programme, qui a vraiment permis une communication beaucoup plus efficace auprès des acteurs de ville et donc l'implication dans ce programme de MSP et de CPTS. Et en l'espace d'un an, donc il y a une quinzaine de formations qui ont été réalisées, avec derrière une idée d'engagement dans la durée de ces structures, puisqu'on signe avec ces structures une charte d'engagement qui n'est que symbolique, mais qui a quand même l'intérêt d'acter le fait qu'on va se suivre et se revoir sur un temps long, moyen long. C'est sur un an, 141 professionnels formés, dont 74 médecins généralistes, puisque l'idée sur ce programme, c'est aussi de parler à l'ensemble des professions. Et donc, sur les formations, il y a aussi bien des médecins généralistes que des infirmières, que des pharmaciens, que des psychologues, etc. Le gros morceau à venir, ça va être la création d'une boîte à outils, et Hélène reviendra aussi sur ce sujet par rapport aux établissements sanitaires. Mais l'idée, c'est d'avoir une boîte à outils dédiée en fait à la ville, où en quelques filtres, on peut retrouver par public, par thématique abordée ou par format d'outils, eh bien, les outils qui sont le plus susceptibles de nous aider pour déployer un programme auprès des acteurs de ville. C'est donc une sélection restreinte d'outils qui nous paraissaient judicieux en région, avec des outils régionaux, mais aussi extra-régionaux, et qui seront utiles, bien sûr, pour les EMA et les antibioréférents s'ils le souhaitent, pour diffuser les outils, mais également, en fait, tout professionnel peut accéder à cette boîte à outils qui sera bientôt en ligne sur le site Medcal. On avait déjà abordé ce sujet de savoir est-ce que les antibioréférents voilà, pouvaient se positionner éventuellement sur ces projets. Évidemment, les boîtes à outils existent. Le lien avec les EMA peut tout à fait aider les antibioréférents à s'impliquer s'ils le souhaitent. Après, je pense qu'il y a une possibilité évidemment de relais des outils, mais pourquoi pas aussi de recrutement par des connaissances formelles ou informelles auprès de professionnels libéraux ou du médico-social qui pourraient être intéressés. Donc, n'hésitez pas à parler de ces projets autour de vous. Et quel que soit le niveau d'engagement que vous souhaitez, il y a évidemment tout à fait une place pour pouvoir vous faire participer de près ou de loin à ces différents projets. Donc ça, c'était pour la partie bilan des deux grands programmes qu'on porte encore actuellement sur la région. On fait un petit tour d'horizon des différents outils 2025 si vous ne les aviez pas vus passer. Donc après, on laissera là aussi le topo, vous pourrez les revoir tranquillement. On avait diffusé donc sur 2025 deux lettres d'actualité, une sur l'épidémiologie des IST, qui était une actualisation hein, des données à partir des données 2023. Un document plutôt orienté pharmacien sur l'adaptation et l'utilisation des antibiothérapies en cas d'insuffisance rénale chronique. Et puis sur les lettres d'actualité à venir, on a un document en cours sur la vaccination et notamment sur tout ce qui est frein, hésitation vaccinale, croyance vaccinale. Et puis un autre sur l'utilisation des antibiotiques en pédiatrie, plutôt là aussi sous une lorgnette pharmacien. Les e-learning, vous avez dû en voir passer également par la lettre, par les Brévots Medcal. Donc, on a 3 publics cibles sur nos e-learning. Les antibioréférents, vous aviez eu un cas qui était très orienté antibioréférent sur la pyélonéphrite. On avait eu 70 réponses. Et 2 autres sur le respiratoire, où on vous incitait potentiellement à relayer auprès des prescripteurs ces cas cliniques. On n'a pas eu beaucoup de réponses, donc vous pouvez tout à fait en remettre une couche et relayer à nouveau ces e-learning qu'on retrouve sur le site Medcal. On avait eu donc à peu près le penchant médecin généraliste
de ces différents cas cliniques avec des bons succès, en tout cas en termes de répondants. Et puis également l'espace pharmacien où il y a eu 3 cas cliniques sur l'année. N'hésitez pas, si vous ne les aviez pas vus passer, à les faire ou à les diffuser. Dans les outils un peu phares qui sont sortis fin d'année dernière, il y avait la mise à jour du mémo d'antibiothérapie, durée d'antibiothérapie, pardon, avec l'actualisation notamment sur le volet respiratoire. On n'a pas encore intégré les prochaines futures recommandations des infections urinaires masculines qui vous seront présentées tout à l'heure. Mais donc, évidemment, il y aura une nouvelle actualisation de ce mémo à faire à ce moment-là. Et puis, plus récemment, en décembre, la mise à jour du mémo vaccination des patients immunodéprimés qu'on vous invite à découvrir parce que très utile pour tous les professionnels qui ont un rôle à jouer dans la vaccination de ces patients. Et on sait que ce sont toujours voilà, des thématiques assez compliquées chez ces patients au profil divers et variés. Et pour revenir sur le mémo durée d'antibiothérapie, il y avait l'équivalent durée pour les établissements sanitaires qui est en train d'être actualisé et qui devrait arriver sous peu. Toujours dans les outils, vous avez dû voir passer à la saison hivernale dernière un pack respiratoire qui contenait notamment l'affiche que vous avez en haut à gauche, incitant à communiquer sur vos établissements sur les nouvelles durées de traitement dans les pnéumopathies. Donc, bon, éventuellement, si c'est des documents qui ont marché ou pas, on vous invite à nous faire part de vos retours et pourquoi pas à communiquer toujours et encore auprès des prescripteurs sur vos établissements. Au milieu, c'est une fiche de la mission SPARES sur les relais IV PEROS. Vous avez peut-être vu passer ce document, donc il est construit en collaboration avec la Société de pharmacie clinique SFPC, la SPILF et la mission SPARES qui a vraiment beaucoup travaillé à travers ces différentes missions sur ce travail qui nous propose et nous résume les recommandations sur ce qui est possible de faire en termes de relais oral. C'est pas toujours bien connu des cliniciens qu'il y a quand même beaucoup d'antibiothérapie qui ont une biodisponibilité satisfaisante par voie orale, et on verra à travers le topo du docteur Requin proposé tout à l'heure qu'il y a une vraie stratégie d'éco-soins à travers le relais IV vers l'oral, qui est très intéressante à creuser et à déployer au sein de nos établissements. Et puis, dans les situations où l'IV est vraiment l'option recommandée de choix, le document SPARES nous propose aussi les recommandations et d'être guidé. Donc, documentation très intéressante si vous n'en avez pas encore pris connaissance. Il est disponible facilement en ligne, à la fois sur notre site et sur le site de la mission SPARES. On ferait juste attention aux versions, parce qu'il y a plusieurs versions qui circulent à la fois sur le net, et donc la dernière en date est bien celle d'octobre. Donc juste prudence là-dessus. Un document cette fois-ci plutôt paramédical qui sera en plusieurs étapes. C'est un document qui reprend, vous voyez, sous un format un peu à la fois feuilleton en haut et données un petit peu plus théorique en bas, comment le professionnel paramédical peut s'impliquer dans le bon usage des antibiotiques. Là, c'est plutôt sous un versant gériatrique EHPAD, mais finalement, les messages sont assez universels. Et donc, en fait, on aura 6 épisodes au total qui, à chaque fois, prennent une partie de la prise en charge, depuis le repérage des signes infectieux jusqu'à l'adaptation des durées d'antibiothérapie, la prévention, en passant par la communication interprofessionnelle. Et donc, voilà, l'idée était de pouvoir illustrer de manière un peu sympa l'implication des paramédicaux dans le bon usage des antibiotiques, avec, on l'espère, un premier épisode qui pourrait être diffusé au début de l'été. Enfin, on avait l'habitude, lors de la semaine du bon usage des antibiotiques, de faire des capsules vidéo sur des thèmes divers et variés. Donc, c'est à nouveau le cas cette année, même si, bon, pour plusieurs raisons, la diffusion de ces capsules ne s'est pas faite pendant la semaine du bon usage des antibiotiques, où il se passe en fait déjà beaucoup de choses. Et donc, il y aura 4 capsules, pardon, à venir, 2 sur le sondage urinaire avec une vision plutôt gériatrique et prise en charge du résident sondé
d'une part, d'autre part, une approche plutôt hygiéniste et prévention des infections associées aux soins sur sonde. Une capsule sur l'allergie à la pénicilline et enfin une capsule sur la vaccination des adolescents. Et dans les projets à venir, on avait une déclinaison pédiatrique du mémo durée d'antibiothérapie qui devrait pouvoir voir le jour courant de l'année. Voilà, nous souhaitions également vous faire un retour sur les actions menées en région lors de la semaine mondiale du bon usage des antibiotiques, donc, qui a lieu tous les ans en novembre, donc à l'échelle mondiale, européenne et française. Mais c'est vrai qu'on peut quand même déplorer qu'on manque un peu de visibilité et de communication autour de cette semaine à l'échelon national pour l'instant. Donc, il y a eu plusieurs actions en région, essentiellement à destination, vous le verrez, des usagers, menées dans les territoires par les EMA au sein des établissements support. Alors, on peut un peu s'étonner que les acteurs du bon usage aillent sur le périmètre usager. Ça nous paraît quand même important pour essayer d'avancer et diffuser les bons messages aussi auprès du grand public pour que les messages, en particulier en soins primaires, fournis par les médecins traitants, les différents professionnels de ville, puissent être compris et entendus. Donc, je vais vous faire un petit panorama et je remercie par l'occasion les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie des 5 départements qui m'ont partagé leurs expériences et leurs iconographies en lien avec les actions qu'ils ont pu mener. Autre argument pour travailler auprès du grand public, vous avez peut-être vu passer ce baromètre Santé publique France, les résultats 2024 qui montrent qu'on a encore beaucoup de travail de sensibilisation, d'information autour de l'antibiorésistance, avec même, j'ai choisi un des graphiques là qui montre que la proportion d'adultes déclarant ne pas avoir entendu parler de l'antibiorésistance en France entre 2021 et 2024, cette part a encore progressé, donc ça encourage à poursuivre ces actions. On voit aussi que les connaissances virus, quelle action ont les antibiotiques sur les infections, c'est encore très mal connu. Encore une part importante des gens qui pensent que, par exemple, les antibiotiques marchent sur la grippe. Si vous connaissez pas le rapport, c'est intéressant d'y jeter un œil et ça guide aussi un petit peu les thématiques qu'on peut avoir auprès des usagers. Donc, effectivement, vous informez aussi que à travers ces actions, on a enfin déployé le projet de construction des logos des EMA que je vous ai fait apparaître sur cette diapositive pour info. Vous verrez sans doute des formations, outils qui sont maintenant estampillés avec ces nouveaux logos. Donc, en Sarthe, l'équipe EMA 72 du docteur Cosson, que vous voyez là, à l'occasion de la semaine du bon usage, a réalisé une interview dans une radio locale, et également auprès de la presse locale du Maine-et-Libre sur la résistance aux antibiotiques, donc en novembre 2025. Les collègues du CH de La Roche-sur-Yon, on voit ici le docteur Léotès, le docteur Doison et Adeline Chevelot, IDE de l'EMA 85, ont fait toute une action sur une journée à l'accueil de l'hôpital de La Roche-sur-Yon, en ciblant usagers et professionnels, avec plus d'une centaine de professionnels et usagers interpellés autour d'une approche ludique, de quiz, de boîte à hygiène des mains, là, vous voyez. Donc, ce qui est intéressant aussi dans ces actions, c'est quand on s'associe aussi avec les équipes d'hygiène qui ont cette expérience d'interface avec le grand public et qui nous permettent vraiment d'interagir avec les personnes qui peuvent fréquenter les halls de l'hôpital où on exerce. Au niveau de l'hôpital, au niveau du CHU de Nantes, il y a eu aussi une action en partenariat étroit avec l'EOH et le CEPIAS autour d'une approche ludique et de temps d'information à ce moment-là, qui ont permis de voir entre 100 et 150 personnes, professionnels usagers. Et on voit au centre de l'image en rouge le docteur Chauveau qui coordonne l'EMA 44. Au niveau région et en partenariat étroit avec l'EMA 4953, on a choisi cette année de donner un peu de visibilité en étant partenaire d'Angers-Terre d'Athlétisme, qui est donc une association sportive qui organise de façon annuelle un trail. On a plus de 5000 coureurs dans les rues d'Angers
Et donc, on a constitué une équipe de soignants, alors pas que des acteurs du bon usage et de la prévention de l'infection, mais soignants au sens large qui couraient aux couleurs du CRATB avec différents slogans portés sur nos t-shirts et également un stand destiné aux usagers, aux accueils, pareil, qui était sur cette approche un peu ludique avec une grande affiche kakémono là, que vous pouvez visualiser à droite de la photo qui permet de faire connaître aussi nos structures EMA CRTB qui ne sont pas du tout identifiées pour le grand public. Et puis cette action a été aussi l'occasion de relayer les messages autour de la semaine du bon usage et de l'antibiorésistance dans la presse. Et puis on a eu aussi, par chance, un très bon coureur qui a gagné une des courses avec le maillot, donc qui a fait aussi une publicité efficace à notre action. Voilà. On parlait de la construction des boîtes à outils. Il sera aussi intéressant qu'on ait une boîte à outils un peu usagée. Voilà, si dans vos établissements, c'est pas ces actions Semaine mondiale de l'antibiorésistance, c'est pas forcément l'apanage que des établissements supports. Si vous souhaitez vous-même en novembre créer une action de sensibilisation, faut pas hésiter à nous solliciter. Et on a bien sûr une boîte à outils maintenant qui devient assez riche qu'on peut mettre à disposition si vous souhaitez sensibiliser au sein de votre établissement directement.